Yo-ho, alors Moussaillon, est-ce que l'équipage est prêt aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu fous avec cette horreur sur la tête? Pourquoi comment ça les mecs? C'est carnaval, non? Février, tout ça, on y arrive. Ok, alors je pense que si tu tournes avec ça, t'es définitivement viré, mec. Bon, d'accord, je remets mon chapeau. C'est juste pour vous faire plaisir. Essayez de faire ce truc. La CW a déjà casté 2 acteurs pour son adaptation d'Archie Comics, avec Cole Sprouse en Jughead et Lily Reinhardt en Betty Cooper. Désolé pour ceux qui sont fatigués de Deadpool et bonne nouvelle pour les autres, puisque la Fox déclare déjà travailler sur une suite au film. Par contre, moins bonne nouvelle pour à peu près tout le monde, puisque apparemment ça prendrait la place du film X-Force. Une news que je ne pensais jamais faire, mais une chaîne de télévision consacrée aux super-héros vient d'ouvrir. Alors ok, elle s'appelle Toonami, c'est un concentré de Toon et de Tsunami, parce que du coup les super-héros c'est surtout des dessins animés, et c'est disponible sur les bouquets d'Orange, d'SFR et de Numéricable. C'est tout. Super Hero Girls, cette initiative de DC Comics de parler aux jeunes filles en leur proposant un truc quand même vachement moins bien travaillé qu'aux mecs, va enfin avoir un long épisode de 45 minutes pour montrer son potentiel. Du côté Warner Bros, un film de super-héros serait avancé, du 23 mars 2018 au 16 mars 2018. Les rumeurs suspectent que ce soit le film Flash. Ce serait normal qu'il soit en avance celui-là. Le jeu Batman Arkham Knight, qui ne marche toujours pas chez moi, merci de demander, a été nominé au SXSW Gaming Awards sous 3 catégories. Excellence de l'animation, excellence de l'univers transmédia, sans doute à cause du comics, et excellence d'un personnage, ici le Joker. À force de le voir nominé partout, j'aimerais quand même bien pouvoir y jouer. Si Deathstroke ne réapparaît pas dans les séries CW, c'est parce qu'apparemment en haut lieu, on aurait des plans pour lui. En même temps, vu la montée en puissance du personnage de Deathstroke depuis les années 2000, ça ne m'étonne guère. Forcément, cette semaine, on a eu du lourd en trailer. Le dernier trailer pour Batman vs Superman, et du un peu moins lourd avec le trailer pour la saison 2 de Fear the Walking Dead, qui est moins bien que The Walking Dead de base. Alors, on a reçu en avance les sollicitations d'avril et mai pour les titres Superman, donc le crossover Super League. Du coup, je peux vous spoiler un peu la gueule et vous dire de quoi il en retourne. Donc, comme prévu suite à sa perte de pouvoir temporaire, Superman s'est dit qu'il fallait d'autres êtres aussi puissants que lui pour protéger la Terre en son absence. Du coup, il va demander à Batman de l'aider à trouver d'autres êtres comme lui. On sait aussi qu'on va voir un nouveau méta-humain qui va se mettre à traquer Superman de son côté. Et on sait aussi, je sais ça fait beaucoup de on sait aussi, mais on sait plein de trucs, que Wonder Woman va assister Superman, que celui-ci va enfin découvrir ce que fait sa cousine, qu'Ulysse va revenir, qu'ils vont affronter les Great Ten, alias les super-héros chinois, et surtout que le Superman actuel va enfin rencontrer le Superman d'avant le reboot. Ah bah là j'ai envie. Et en plus apparemment le super vilain pourra utiliser le nouveau super pouvoir là qu'avait introduit Romita, qui avait fait beaucoup de débats. Il y avait peut-être un plan dans tout ça en fait. Une des rumeurs de Bleeding Cool dont j'avais parlé la semaine dernière s'est avérée vraie. De quoi donner un peu plus confiance en celle-ci. En effet, la série Starfire de Jimmy Palmiotti et Amanda Conner s'arrêtera au numéro 12 en mai. Les précisions qu'ils apportent sont plutôt intéressantes, puisqu'ils révèlent que leur contrat n'a jamais consisté qu'en 12 numéros. Rappelons que Marc Silvestri, pressenti pour dessiner Batman, semble également travailler depuis un petit moment. Mais alors du coup, peut-être que DC Rebirth c'est quelque chose de planifié. Peut-être qu'on aura de la qualité. On sait jamais hein, si les astres sont dans les bons alignements, tout ça. En tout cas, je vous avoue que de la qualité, mon petit cœur de fan de DC, on aurait bien besoin. De son côté, Marvel continue de diluer toujours plus son univers comics avec son univers audiovisuel. En effet, une série crossover entre Daredevil et le Punisher devrait voir le jour, écrite par Charles Soule et dessinée par Szymon Kudranski, un artiste polonais, et j'espère vraiment que j'ai bien prononcé son nom. Juste à temps pour la saison 2 de Daredevil sur Netflix, où l'on verra aussi le Punisher. Quelle coïncidence! La série sortira d'abord au format digital, pour ensuite sortir en mai au format imprimé. D'un autre côté, les relations semblent beaucoup moins tendues entre Marvel et la Fox, après leur collaboration sur les séries TV Légion et Hellfire Club, et l'annonce d'un crossover avec Apocalypse dans les comics des mutants, chose que Marvel ne faisait plus ces derniers temps avec les films de la Fox pour ne pas leur faire de pub. Voilà qu'ils font carrément des couvertures variantes avec les personnages en cavalier de l'Apocalypse pour faire de la pub à l'event, et donc par extension, au film.
Si c'est la fin de la guerre, je dis tant mieux, parce que ces petites luttes commencent à m'ennuyer sévère. Les Dwayne McDuffie Awards existent pour célébrer la diversité dans la fiction. Et donc, en comics, nous retrouvons nominés André the Giant, Closer to Heaven, de Brander Heston et Denis Medry, chez IDW Publishing. Fresh Romance, édité par Janelle Asselin, chez Rosie Press. Zana, de Jen Barker et Joey Granger, chez Emmet Comics. Et chez Marvel, Moon Girl and the Devil Dinosaur, de Brandon Monclar, Amy Reader et Nacha Bustos. Et Miss Marvel, de J. Willow Wilson et Adrian Alfona. Bref, une bonne publicité pour ces titres-là. Si je vous dis Eric Powell, j'aurai sans doute deux réponses. La première et sans doute la plus forte serait « Mais putain, c'est qui ce mec ?» Et la deuxième serait sans doute « Eh, mais c'est le gars qui a créé The Goon !» Eh bien oui, mais pas que. Car il fut un temps où Eric Powell avait sa boîte d'édition à lui, Albatros Funny Books. Eh bien, le sieur Eric a relancé sa maison d'édition, qui va accueillir aussi d'autres auteurs, mais ceux-ci ne sont pas encore annoncés. Il lancera pour l'instant Hillbilly, qui serait une série fantastique se déroulant dans les montagnes Appalaches pour les 12 premiers numéros, ainsi que Satan's Sodomy Baby 2, un titre un peu plus sulfureux. Les titres ne seront imprimés qu'en petite quantité et disponibles uniquement en comic shop, mais également en numérique. Et un nouveau studio indé. Bientôt mon plan pour conquérir le monde à l'aide des studios indépendants sera complet. En parlant de studios indépendants, on va parler de Valiant et du nouvel éditeur français, Bliss Comics. Le studio, nouvellement formé pour justement récupérer la licence Valiant abandonnée par Panini Comics, vient de nous communiquer ses premières publications. Ainsi, dès le 28 avril, vous pourrez retrouver, pour seulement 10€, le crossover complet The Valiant, qui est un bon point d'entrée pour les nouveaux lecteurs, ou le premier tome de Bloodshot Reborn. Les deux sont scénarisés par Jeff Lemire. Et pour ceux qui voudraient reprendre l'univers dès le début, sachez que Bliss Comics ressortira en numérique les comics précédemment publiés par Panini, et même ceux que Panini n'avait pas sortis, au fil du temps. Et d'ailleurs, en numérique, les premiers tomes ne coûteront que 0,99 centimes. Alors, très franchement, pour moins d'1€, vous allez quand même pas vous mettre à pirater, Et en parlant de Valiant, on en sait un peu plus sur leur événement de l'été, 4001 AD. Le pitch est que, dans un futur lointain, l'Empire du Nouveau Japon doit détruire la Terre, dont ils sont originaires, pour pouvoir survivre. Le dernier Rai, un nom de héros qui se transmet de génération en génération, d'en retourner sur la Terre, un monde sur le déclin, et d'en découvrir les légendes oubliées, afin de pouvoir fomenter une rébellion contre la civilisation extrêmement avancée qu'il a lui-même juré de protéger. L'histoire est du scénariste Matt Kind, qui a beaucoup écrit pour Valiant, et dessiné par Clayton Crane. Et c'est super beau. Et il y aura aussi des numéros spéciaux des autres séries, qui correspondront du coup à ces fameuses légendes oubliées. Bon, les mecs, on a un mystère sur les bras. On savait déjà que Greg Capullo s'en allait du titre Batman au numéro 51, et que Scott Snyder allait s'en aller aussi pour DC Rebirth. Mais Scott Snyder, en fait, il s'en va au numéro 51. Du coup, qui va dessiner le dernier numéro de Batman avant Rebirth? Qui va dessiner le numéro 52? La nouvelle équipe créative? Ou des guest stars de fous furieux pour mieux vendre le numéro? La question est ouverte, n'hésitez pas à poster vos rêves les plus fous dans les commentaires. Et moi, pendant ce temps-là, pour vous accompagner, je vais vous critiquer les news comics. Cette semaine chez DC en VF, on a le 7ème et dernier tome de Sandman. Sandman est un monument des comics et reste toujours aussi pertinent et fort malgré toutes ces années. Sandman a une petite image de pseudo-élitiste intellectuel. C'est un peu faux, très franchement, c'est juste parce qu'il y a 12 millions de niveaux de lecture. Mais du coup, tout le monde peut vraiment prendre son pied en fait. Et le sujet, il parle à tout le monde. Il est universel. Je veux dire, tout le monde rêve. Et en même temps extrêmement intimiste, parce que personne ne fait les mêmes rêves. Très franchement, prenez-le. Si vous n'avez pas lu les premiers tomes, faites-le, vous vous faites une fleur à vous-même. Tellement Sandman est propice à éveiller l'imagination chez n'importe qui. Voilà. C'est mon conseil, lisez-le. Il est difficile de passer après ce que je viens de dire sur Sandman. Mais le numéro 49 de Batman en VO s'est révélé vraiment marquant lui aussi. Bruce Wayne redevient ce qu'on connaît de lui. En un numéro en entier, qui m'a fait énormément passer au passage du coup du run de Morrison, où justement on utilisait des métaphores et des versions alternatives de Batman pour nous montrer ce qu'est réellement Batman au fond.
avec aussi une jolie métaphore en Joe Chill, alias le meurtrier des parents, en créateur de la Batcave, puisque sans Joe Chill, il n'y a pas de Batman. Non, les idées présentées étaient hyper intéressantes, ce numéro était carrément bon. Et enfin, toujours en VO, le numéro 29 de Batman Superman. Parce que l'intrigue continue avec le cadavre géant découvert sur la Lune, que Batman se bat contre Lobo, que la relation entre Batman et Superman est assez travaillée, il y a de très très bons échanges, que Superman découvre une chose venant de son passé, et qu'entendre Batman prononcer les mots « muffin à la banane », ça n'a pas de prix. Chez Marvel, en VF cette semaine, je ne saurais que trop vous conseiller de lire Annihilators. C'est une série cosmique, et comme je l'ai peut-être déjà dit, j'adore le cosmique. En fait, je l'ai sûrement déjà dit parce que à chaque fois qu'il y a du cosmique en VF, j'en parle. On y retrouvera des ennemis aussi divers et variés que les spectres noirs ou encore l'église universelle de la vérité. Et on y retrouvera des personnages assez cool, je veux dire le surfeur d'argent, Beta Ray Bill, Quasar, même Groot et Rocket Raccoon et même les Avengers. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, vous allez me dire? Eh bien c'est qu'il faut le vendre le cosmique, ma bonne dame. Bon, mis à part cette critique de les retrouver dans du cosmique, l'histoire était bonne. Du côté de la VO, j'ai bien aimé le numéro 5 de All New, All Different Adventures. Punaise, qu'est-ce que c'est long comme titre? Parce qu'on a une certaine menace qui se met en place du côté interne de l'équipe avec un petit traître. Et on a un bon cliffhanger. Et puis, on a Kang comme ennemi aussi qui revient. VO toujours, j'ai bien aimé le numéro 16 de la série Dark Vador. Non vraiment, hein. Les moments de dialogue entre Vador et Palpatine sont toujours aussi prenants et plein de tension des deux côtés. Vador est assez génial quand il négocie avec la reine. On peut critiquer certaines choses sur cette série, comme certains dessins qui sont assez peu clairs à la lecture. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression de suivre Dark Vador. Et ça, c'est assez rare pour être mentionné. Mais y a pas que Marvel et DC dans la vie, y a les indés aussi. Alors, en VF, j'aurais pu parler de Hellboy on BRPD, qui est une bonne petite série, mais j'ai préféré vous parler du tome 17 d'Invincible, qui nous raconte enfin ce qui s'est passé entre Robot et Monster Girl il y a quelques tomes de cela quand ils ont disparu. Et c'est assez épique. Une des grandes forces de la série Invincible, ce sont ses personnages, et je ne saurais que trop vous conseiller de lire du Invincible. Vraiment. En VO chez Titan Comics, vous vous doutez de quoi je vais parler sans doute, c'est le deuxième numéro de l'année 2 du 10e Docteur. Alors oui ok, dans celui du 12e Docteur, il y avait Clara nue dans son bain. Mais dans celui du 10e, il y a le capitaine Jack Harkness. Le capitaine Jack Harkness. J'ai un gros faible pour lui, je dis pas rien. Ah, entre autres choses, il y a aussi un docteur maléfique possédé et des aliens qui trafiquent des choses. Bref, il y a des choses sympas du côté de Titan, j'ai bien fait de me replonger dans la VO. Et enfin, toujours en VO chez Dark Horse, le premier numéro sur 3 numéros de King's Road, qui nous conte l'histoire d'un prince de conte de fées qui s'est réfugié dans notre monde il y a bien longtemps, tellement longtemps qu'il a désormais ici femme et enfant, et qui est obligé de retourner dans le monde des contes de fées pour prendre la place de son frère qui est mort et régné. Alors oui, il y a un petit arrière-goût de fable là-dedans. Mais j'ai bien aimé quand même. Et quiconque utilisant Xanadu comme mot de passe est quelqu'un de goût. Et voilà, ce numéro est terminé, je vous laisse parce que je vais aller m'acoquiner avec cette saleté de mioche dans le vil espoir de pouvoir m'amuser. En attendant, lisez bien, moussaillon. Ça tournait encore. Oui, alors il faut savoir qu'en fait mon plancher fait extrêmement de bruit, alors en fait à chaque fois j'essaie de trouver un endroit où il ne couille pas. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je commence quelque chose, je fais d'abord un jeu de twister pour savoir où je peux poser mes pieds.